Pour la deuxième présentation de la soirée, on va recevoir donc Kyla Johnson, qui est donc physicienne expérimentale chez SB Quantum. Oh. Elle a un double baccalauréat en maths et physique de l'université de Bishop. Elle est passionnée par le lien entre la théorie et la pratique. Et donc aujourd'hui, dans la présentation, ça va rappeler peut-être certains qu'il y a encore le temps de faire ses emplettes pour la Saint-Valentin, parce qu'on va parler de diamants, mais de diamants quantiques. Avec la présentation, donc, qui se pose la question, quels sont les impacts des capteurs à diamants quantiques dans notre quotidien ? Bon, bonjour, moi c'est Kyla. En fait, je viens de SB Quantum. Jeanne a présenté la compagnie avant. En fait, nous, on fait des magnétomètres quantiques qui sont des capteurs quantiques. Fait que là, avant de parler de capteurs quantiques, je vais poser une question. Qui utilise quotidiennement des capteurs quantiques dans leur vie de tous les jours? Levez la main. J'irai avec très peu. En fait, ça, c'est un peu la faute des médias qui va présenter des capteurs quantiques comme quelque chose qu'on voit dans Ant-Man, qui est type quelque chose qui va te faire grossir énormément, voyager à travers le temps, voyager à travers des univers. Ou le terme quantique, en fait, il est tiré un peu sur tout plein d'affaires. J'ai déjà vu du skincare quantique, du yoga quantique. En fait, je ne vais pas vous parler de ce type de capteurs-là aujourd'hui. Je vais vous parler de des capteurs qu'on connaît. Il y a des horloges quantiques, il y a des thermomètres quantiques, puis chez SB, on fait des magnétomètres quantiques. Les magnétomètres, en fait, sont vraiment utiles, puis c'est ça l'idée chez SB. En fait, le magnétisme, c'est une force qui est présente partout au monde. Souvent, on l'ignore, à moins qu'on veut aller coller une photo sur notre frigidaire, puis on met un aimant. Sinon, on ne pense pas vraiment au magnétisme. Mais en fait, c'est comme la gravité. Si j'échappe mon pointeur ici, il va tomber. Puis si je me déplace ici, il va aussi tomber, parce que la gravité est partout. Le magnétisme, c'est la même affaire, mais on ne l'utilise pas. Alors, comment les capteurs quantiques et les magnétomètres peuvent vous impacter à tous les jours? J'ai invité mon amie Amélie ici, qui est une grande fan de Bistro Brain, puis elle a vraiment hâte de se rendre au BOC pour voir la fête quantique. Amélie, elle a tendance à perdre la notion du temps. Fait qu'à un moment donné, elle reçoit une alerte sur son cellulaire, puis elle voit que c'est l'heure de partir pour le BOC. En fait, ce qu'elle ne sait pas, Amélie, c'est que le temps qu'elle lit sur son cellulaire, il se fie à une horloge atomique, qui est un capteur quantique. Fait que tout le monde qui n'a pas répondu, qui utilise un capteur quantique à tous les jours, vous n'avez pas raison. Chaque fois que vous regardez l'heure, vous êtes après vous fier après un capteur quantique. Fait que là, Amélie, elle se dit « Oh, faut que j'y aille. » Puis elle va au Québec, fait qu'il faut qu'elle check la température. Ce qui prend la température dans votre cellulaire, c'est probablement pas quantique. En fait, un thermomètre quantique, ça existe, mais ça serait vraiment trop précis. Moi, entre -4 puis -5, je ne sens pas la différence. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a, si c'est 3,5. Alors, c'est probablement pas quantique. Fait qu'ensuite, Amélie, elle se dit, il faut que je me rende, puis elle se met à marcher. Elle marche pendant 5 minutes pour se rendre au BOC, puis là, elle réalise son Maps, il a pointé dans le mauvais sens. Puis ça arrive à pas mal tout le monde. Là. Tu conduis, ça te dit de tourner à gauche, finalement, il faut que tu tournes à droite. En fait, ça, c'est des magnétomètres dans ton téléphone. C'est la même affaire que les aventuriers avec leur carte puis un compas, qui se promènent avec leur carte puis utilisent le compas pour se diriger vers le nord. Fait avec toute l'aide de ces capteurs-là, certains quantiques, certains plus classiques, Amélie s'est rendue au BOC. Chez SB, on travaille sur bâtir, dans le fond, cette carte magnétique-là, celle qui te dit vers où tu pointes sur ton Maps. Puis on va envoyer, en fait, notre magnétomètre dans l'espace pour pouvoir rebâtir cette carte-là. C'est une carte qui change à tous les 5 ans. Alors, notre pôle magnétique va changer mondialement, puis il faut refaire la carte. Mais c'est très utile en navigation, surtout dans la navigation autonome. Fait que la navigation autonome, c'est quelque chose comme les tracteurs John Deere, où tu n'as pas de conducteur, puis il faut que tu fasses une ligne droite, puis on sait tout, là, l'agriculture, en vrai, c'est vraiment important. S'ils ne vont pas en ligne droite, ils vont écraser leurs patates, puis le monde ne mangera pas. Là. Fait que c'est utilisé pour ça. Par contre, il y a des endroits dans le monde où le GPS ne marche pas, où le GPS peut se faire bloquer, il peut se faire attaquer, puis tout d'un coup, tu ne sais plus où est-ce que tu t'en vas. Si tu utilises la carte magnétique mondiale, tu vas pouvoir te repérer, puis ensuite naviguer utilisant le magnétisme. On n'a pas l'intention de remplacer le GPS, c'est pas ça que je t'apprête à dire, mais ça pourrait être utilisé avec le GPS ou quand le GPS fonctionne simplement pas. L'avantage d'un capteur à diamant, c'est qu'il fonctionne à température ambiante.
Alors, là, je spoil un peu, mais tantôt, Joël a parlé des gros frigidaires pour garder ses qubits, pour pouvoir extraire les propriétés quantiques. En fait, dans ces diamants-là, on n'a pas besoin de ça. Ça fonctionne à température pièce. En fait, j'en ai un qui fonctionne sur ma table en ce moment. C'est aussi très compact. Alors, notre volume de détection, il est dans l'ordre de micromètres. Puis pour vous donner une idée, un CHUR, c'est 17 à 100 micromètres de large. Fait qu'on détecte vraiment, vraiment petit. C'est aussi très stable. Alors, on n'a pas besoin de le brancher puis de le débrancher pour qu'il fonctionne. Il va fonctionner pendant des jours de temps. Ici, j'ai des exemples des magnétomètres classiques, en fait, qui fonctionnent soit dans un frigidaire, alors il faut déplacer tout le frigidaire, qui sont vraiment pas si stables ou qui prennent moins de données. Mais bon, là, vous êtes ici pour le quantique, puis je vous parle de magnétisme, fait qu'on va parler de quantique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir ensemble un capteur à base de diamants. Ça prend 3 ingrédients, juste 3. Un laser vert, un diamant avec des défauts et des micro-ondes. Puis avec tout ça, on peut faire un capteur, un magnétomètre quantique. Alors, le laser va venir frapper notre diamant. Puis ça, c'est important, notre laser, il est vert. Il vient frapper notre diamant avec des défauts, puis la lumière qui en ressort, c'est rouge. Nous, on va regarder la lumière rouge. Puis ici, j'ai une photo. Dans le fond, on voit le diamant là et le laser vert. C'est vraiment à ça que ça ressemble à vue d'œil. Ça, c'est une photo qui a été prise à l'Université de Sherbrooke. C'est un diamant quantique. Ensuite, notre troisième ingrédient, les micro-ondes. Puis là, c'est ici que ça devient un peu plus compliqué, puis ça se mêle, mais c'est ça qui fait que c'est quantique. Ce diamant-là, en fait, il a une propriété de spin. Puis ici, j'ai la population dessinée. Puis ce qui est quantique, c'est en fait, ma population de spin peut être sur ce plateau-là ou sur le deuxième plateau, mais elle ne peut jamais être entre 2 plateaux. Puis pour pouvoir envoyer ma population d'un plateau à l'autre, il faut que je change ma fréquence micro-ondes. On peut voir ça exactement comme tuner une radio. En fait, si on est sur ce plateau-là, on a beaucoup, beaucoup de lumière rouge qui sort de notre diamant. C'est comme une radio qui griche. Fait que ça griche, ça griche, ça griche. Puis là, je la tourne. Puis là, à un moment donné, je pogne un poste, puis j'entends de la musique. En vrai, ce qui va se passer, nous, c'est la lumière va s'éteindre. Puis on va voir la lumière s'éteindre. Ensuite, si je continue d'essayer de tourner ma radio, ça va se remettre à gricher. Fait que ma lumière va être allumée, je pogne mon poste, puis ensuite, elle ressort du poste, puis ça se remet à gricher. C'est bien cool tout ça, mais comment ça fait pour lire des champs magnétiques? Ce qui se passe, c'est que mon champ magnétique, il va prendre mon deuxième plateau, puis il va venir le séparer en 2. Fait que là, au lieu d'avoir un poste de radio, j'ai 2 postes de radio. Puis ce qui se passe, c'est que quand je suis ici, je griche, je tourne ma radio, puis là, ça griche, ça griche, ça griche, je pogne mon poste, 106.1, j'écoute ma musique, c'est vraiment cool. Puis ensuite, je continue de tourner pour aller chercher mon deuxième poste, mais je suis pas dans un plateau. Fait que ça se remet à gricher, jusqu'à ce que je frappe le deuxième poste, qui pourrait être 108.1. Puis, ce que je vais voir, c'est la distance entre les deux. Fait que là, j'ai dit 108.1, 106.1, une distance de 2, est proportionnelle au champ magnétique. Ouais, excusez. Fait qu'ici, avec la lumière, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on met des fréquences micro-ondes, on frappe la bonne fréquence, la lumière s'éteint. Là, on recommence, on va chercher notre deuxième fréquence, la lumière s'éteint encore, puis c'est ça. Là. La distance ici et la distance ici est la même et dépend du champ magnétique. Une photo que j'ai ici démontre comment mes deux résonances vont se déplacer avec un champ magnétique. Fait qu'ici, on a un champ vraiment très faible. On voit qu'il y a vraiment très peu de distance entre les 2 pics. Ensuite, quand le champ augmente, je vais avoir vraiment beaucoup plus de distance. Puis nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre les 2 pics, puis on va inférer le champ magnétique. Fait qu'ici, c'est très gros, puis ici, c'est très petit. Par contre, tu ne veux pas tout le temps avoir à tourner toute ta radio. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à un poste que tu connais. Puis, une fois qu'un champ magnétique vient s'imposer, ta radio va se mettre à gricher. Mais, tu as juste à la tourner un petit peu pour retourner chercher ton poste. Puis nous, dans le fond, on va aller mesurer. Mais dans le fond, il a fallu que je change de combien. Puis ça veut dire le champ a changé de temps. Et voilà, on a fait un magnétomètre quantique. C'est tout ce qu'il te faut. Puis, c'est exactement ça. Fait que là, tantôt, j'ai parlé aussi du fait que nous, on l'utilise dans l'espace. En fait, le diamant, c'est vraiment bon pour la radiation. Fait qu'on peut l'envoyer dans l'espace sans problème. Mais il y a beaucoup d'autres utilités pour des magnétomètres quantiques. En fait, c'est vraiment petit. C'est au niveau de l'atome. Fait que tu peux aller mesurer des choses qu'on n'a
pas vraiment mesurés avant, comme des champs magnétiques dans des protéines. Tu peux savoir, ils s'orientent dans quelle direction des protéines. Sinon, cet été, on a eu beaucoup d'aurores boréales. Ça aussi, c'est un phénomène magnétique qu'on peut mesurer et qu'on a mesuré. Puis sinon, il y a aussi en archéologie, on peut détecter dans le fond des mouvements de terre où il y a eu de la civilisation avant, dans le domaine minier. Il y a dans des pipes souterraines, des fois, qui ont des défauts. On peut aller mesurer ça avec des défauts magnétiques. Et c'est tout. Voici l'équipe. Fait que ça, c'est mon équipe qui a fait le magnétomètre, en fait, qui va aller dans l'espace. Fait que si dans environ 5 ans, votre MAPS vous dit de tourner dans la mauvaise direction, vous pouvez blâmer tout le monde sauf moi. Parce que je vous ai prévenu. Puis il y a aussi une démo à ma table. Si jamais vous voulez toucher et voir un senseur quantique, c'en est un qui est allé en fait sur une ballonne atmosphérique, fait qu'il est sorti de l'atmosphère puis tout. Fait que si vous voulez toucher quelque chose qui est allé dans l'espace ou proche de l'espace, vous allez pouvoir venir voir comment ça fonctionne. Merci beaucoup. On a du temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous voulez tous aller toucher Scalaramé? Ah, on a une question dans le fond. Oui. Tu nous as expliqué comment le capteur réussit à mesurer l'intensité du champ magnétique, mais j'imagine qu'il y a aussi une direction. Oui. OK. Fait que j'avais juste 12 minutes, mais dans le fond, le diamant va avoir... ça a une structure cristalline. Alors, les défauts que j'ai mentionnés... Je peux-tu avoir le pointeur? Merci. Les défauts que j'ai mentionnés tantôt, ils peuvent juste pointer dans 4 directions. Fait que là, moi, je parlais vraiment juste dans... Voyons. Ah, ben là... Ce sera pas long. Ici, il pointe vraiment dans une direction, mais il pourrait aussi pointer par là, pointer par là, pointer par là. Mais il y a juste 4 directions. Fait qu'avec ça, vu qu'ils sont tous orthogonales, on peut refaire un vecteur. Fait qu'on va avoir plusieurs, en fait, des raies de résonance. Tantôt, j'en montrais 2, on en aurait 8. Merci. On avait des questions sur le côté là? Exactement la même question. OK. Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres cristaux que les diamants qui peuvent être utilisés? Oui. Il y en a en silicone qui sont faits. Les NV sont vraiment beaucoup plus explorés. C'est pour ça qu'on va là-dessus. C'est aussi très robuste. Mais c'est pas le seul cristaux ou matière qui fonctionne à température pièce. En fait, n'importe quel cristaux qui peut garder une qubit va pouvoir faire la même affaire. Par contre, aussi, le diamant a, comme je disais, ses orientations prédéfinies. Parce qu'un diamant, dans le fond, ça a une structure cristalline qui va venir vraiment nous dire « OK, on pointe dans telle direction ou pas ». On a le temps pour une petite dernière question. Nous, on les fait croître. En fait, DNV, ça s'est trouvé naturellement. En fait, les premiers, là, c'était naturel. Mais ceux-là qu'on utilise, c'est vraiment... ils ont été produits. Puis ils sont produits vraiment délicatement, là, c'est très difficile. Puis c'est aussi une science, en fait, produire ces diamants-là. Comment bien les produire pour que les qubits font ce que tu veux et qu'il n'y en ait pas trop, qu'il y en ait juste assez. Fait que oui, on les fait en laboratoire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.